Dans nos nouveaux chiffres, on tient compte aussi de la pension complémentaire et de la pension totale. Là, tout à l'heure, on vous présentera donc la pension totale, sa pension légale plus la pension complémentaire. Mais moi, je vais me concentrer d'abord sur la pension complémentaire. Ici, on se base sur la même population que là tout à l'heure pour la pension légale, à peu près 113 000 personnes qui en 2021 sont partis à la retraite et qui reçoivent donc juste cette pension de retraite. Pour savoir ce qu'il en est de leur pension complémentaire, on utilise donc les données de la banque de données sur les pensions complémentaires. Et pour le moment, ce n'était pas encore disponible. Mais bien sûr, le développement de ces pensions complémentaires, c'est la raison pour laquelle on a regardé les réserves de pensions complémentaires qui ont été donc développées au moment où les personnes ont pris leur pension. Et on a regardé uniquement les droits qui étaient payés comme complément par rapport à la pension de retraite. Donc, ce n'était pas en cas de décès. Et donc, il s'agit toujours de capital. On n'a pas tenu compte de la manière dont la réserve a été payée dans la plupart des cas. Donc, c'est juste le solde en une fois et pas un versement mensuel, même si certaines personnes prévoient avoir donc un versement mensuel. Mais il s'agit ici de réserves exprimées en capitaux et on parle toujours de montant brut. Pour le fossé, cette fois-ci, pour le fossé, nous utilisons la même définition que celle exprimée par mes prédécesseurs pour la pension légale. Ainsi, on peut voir la différence entre la pension complémentaire des hommes et des femmes et le fossé des pensions est uniquement calculé pour les pensionnés qui ont donc ces pensions complémentaires. Nous savons que, évidemment, tous les travailleurs n'ont pas automatiquement une pension complémentaire, raison pour laquelle nous nous concentrons toujours sur la participation, le taux de participation à ce système. Combien de pourcentages ont effectivement une pension complémentaire? Voici le contexte. Regardons maintenant les chiffres. On constate que les femmes, lorsqu'elles partent à la retraite, ont moins souvent une pension complémentaire. À gauche, sur le transparent, on voit que seuls 45% des femmes ont reçu une pension complémentaire, alors que chez les hommes, on parle de 63% à droite sur le transparent. On se concentre uniquement sur ceux qui ont une pension complémentaire et il apparaît que même si les femmes en ont une, le capital ne représente en moyenne que la moitié de ce qu'a les hommes, à peu près 84 000 € pour les hommes et à peu près 41 000 pour les femmes. Et si je continue à aller vers la droite, vous avez les montants médians. Sur la base de la médiane, le fossé est encore plus grand et on voit surtout les grandes différences entre les montants moyens et la médiane, ce qui veut dire que les pensions complémentaires sont réparties de manière inégale. C'est la raison pour laquelle nous avons fait une répartition avec un percentile sur la base de l'importance de la réserve. Au niveau horizontal, les pourcentiles et en vertical, la hauteur, l'importance de la réserve. Rouge, homme, vert, femme, et on voit à chaque fois la partie supérieure, le plafond, c'est-à-dire un montant en deçà, un pourcentage X de retraités reste et en haut à droite sur le graphique, en fait, on zoome sur une partie de la courbe. Que constatons-nous? 20% des hommes ont une pension complémentaire de 2 666 € ou moins. C'est ce qu'on voit sur le graphique et aussi quand on zoome, on le voit clairement. Chez les femmes, c'est moins. 20% des femmes reçoivent max un capital de 660 €. Si on regarde maintenant le côté droit de la courbe, on voit que ceux qui ont la pension complémentaire la plus élevée chez les hommes, ils ont au minimum 95 000 €. Ou plus, ou beaucoup plus.
Chez les femmes, le montant est beaucoup plus bas. On est à peu près à 52 000 euros. Pension complémentaire, on a une répartition très inégalitaire entre les hommes entre eux, entre les femmes entre elles et entre les hommes et les femmes. Donc on constate des grandes différences entre les hommes et les femmes aussi dans l'accès à la pension complémentaire, dans l'importance, mais est-ce que c'est lié à la carrière des individus? Pour répondre à la dite question, on regarde plus en détail le fossé des pensions et comme pour la pension légale, on l'a fait pour des caractéristiques d'arrière-plan, régime des pensions, état civil, le nombre d'années travaillées, le statut, etc., etc. Donc on a regardé les caractéristiques d'arrière-plan et sont disponibles sur le site internet. Je les ai en parcourir quelques-uns avec vous et je voulais regarder d'abord en détail l'âge. Pour nos pensions de retraite en 21 ans, parce que c'était donc les nouveaux, c'est l'âge à laquelle ils ont été à la pension légale. À peu près plus de la moitié ont eu l'âge de la pension légale à 65 ans et les femmes un peu plus tard que les hommes. On l'a déjà vu dans les chiffres de Lane et de Ries. Et quand on regarde la pension complémentaire maintenant, il y avait un graphique qui était prévu avec les taux de participation. Et on voit que les hommes et les femmes qui prennent une pension anticipée, eh bien souvent alors ils ont une pension complémentaire par rapport à ceux qui attendent de partir à la retraite. Eh bien c'est assez comparable à ce qu'on dit Lane and Ries, une pension anticipée. Bah, ça veut dire que vous avez déjà une carrière assez longue. Si vous arrêtez de travailler à 62 ans, vous avez dû travailler 43 ans. Et donc, ces conditions, il faut y répondre à partir de l'âge de la pension légale, 65 ans. À ce moment-là, tout le monde peut partir à la retraite et alors la longueur de la carrière est moins importante. On ne l'a pas vu sur le graphique, mais ce que l'on voit, ce sera certainement l'effet de la longueur de la carrière. Mais quand on regarde les chiffres, on voit que c'est surtout les gens qui partent plus tôt, et bien ceux-là ont une pension complémentaire. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'avoir une pension complémentaire en donc dans les taux de participation, on a vu les gens qui partaient à la retraite anticipée, ils avaient donc souvent accès à une pension complémentaire. On avait prévu un graphique par rapport aux capitaux moyens de cette pension complémentaire. On l'avait fait pour les hommes et les femmes, et puis selon l'âge. Et on voit que les montants, en fait, pour ces personnes qui partaient en pension anticipée, étaient moins différents que ceux qui partaient à la retraite à 65 et à 66 ans. À 66 et à 65 ans, on parle vraiment d'un fossé de 59% entre les hommes et les femmes pour la pension complémentaire. Et de nouveau, on peut voir l'effet de cette situation. Les gens qui partent en retraite anticipée, souvent, ont une durée de carrière assez similaire, alors que ceux qui attendent de 65 ans, il y a de nouveau plus de diversité dans la longueur de la carrière. On voit ça surtout au niveau des femmes et ça a un impact sur le fossé de la pension. Droit, si cela a un impact sur le fossé. Et donc, on a vu que plus de la moitié de la population a uniquement travaillé comme travailleur. Chez les femmes, c'est même 63%, donc c'est notre plus grand groupe. Et seuls 4% des hommes et 2% des femmes n'a en fait une pension qu'en tant qu'indépendant. Alors, qu'en est-il de l'accès à la pension complémentaire dans ce groupe le plus important? Les travailleurs retraités, tant les hommes que les femmes ont plus régulièrement une pension complémentaire. 77% des hommes chez les travailleurs disposaient donc d'une pension complémentaire et chez les femmes, ce n'est que 56%. Et la plus grande différence entre les hommes et les femmes se retrouve dans le groupe avec les indépendants. On voit 60% taux de participation chez les hommes et on est à 35% chez les femmes.
Et donc là aussi, nous avions prévu un graphique pour l'importance de la pension complémentaire. Et on voit que chez les retraités pensionnés, la moyenne pour les femmes est 45% inférieure à celle des hommes. Et donc, ce qui apparaît également clairement dans ce graphique, c'est que la pension complémentaire moyenne pour les indépendants retraités, c'est 2 fois plus élevé que pour les travailleurs. Donc on voit des grandes différences entre les régimes et chez les indépendants purs et durs, on voit que là, le fossé de la retraite est de 45%. Alors, comme l'a dit Driss et Lynn, ceux qui sont purement indépendants avec une pension complémentaire, c'est un tout petit groupe, c'est 3%, et on a vu des grandes différences entre les hommes et les femmes. Et donc, là, je pense qu'il faut vraiment en tenir compte si l'on regarde les chiffres. Caractéristique d'arrière-plan que je voulais vous montrer était la durée de la carrière. Une pension complémentaire est uniquement possible après un certain nombre d'années de travail effectif. Donc, on dit que la durée de la carrière aura un impact positif. Donc, ce sont les années de travail compactées. On a remarqué que les hommes ont une carrière plus longue que les femmes. Et ce graphique montre le taux de participation. On remarque clairement que l'accès à cette pension complémentaire montre une corrélation positive avec le nombre d'années travaillées. Plus la carrière est longue, plus la pension complémentaire est élevée. Donc, on remarque un taux de participation de 94% pour les hommes et 87% pour les femmes parmi le groupe qui a travaillé 40 jusqu'à 44 années. Ensuite, le montant de la pension complémentaire, la moyenne et l'écart. On remarque une corrélation positive entre le montant et la durée de la carrière pour les femmes et les hommes. Donc, en général, la moyenne est plus élevée si on a travaillé plus d'années. Observons la classe de 40 jusqu'à 44 années de travail. On remarque que l'écart est toujours de 21%. Ensuite, en résumé, qu'est-ce qu'on remarque? Les femmes ont beaucoup moins souvent une pension complémentaire. Si elles en ont une, elles ont uniquement droit à la moitié. Ce n'est pas tout simplement un montant inférieur parce que ce sont des femmes. Ce n'est pas possible parce que notre système ne distingue pas par genre. Après, je suppose que vous allez vérifier toutes les statistiques chez vous. Et là, vous remarquerez qu'il y a différents facteurs qui jouent un rôle. On l'a déjà remarqué aussi pour la pension légale. Si les femmes et les hommes partent à la retraite à 62 ans, donc la retraite anticipée, l'écart est plus bas, donc 26% en raison de la carrière. Pour les indépendants, la pension complémentaire est de 40% plus bas, et pour les personnes qui ont travaillé 40 jusqu'à 44 ans, la différence est de 21%. Observons les caractéristiques d'arrière-plan. Et là, on remarque un impact sur l'écart. Ici, l'écart se comble, mais sur les autres diapos, vous auriez vu que l'écart peut aussi se creuser. En fait, ces profils doivent être plus détaillés. Il faut ajouter des profils à Pension Stat où on montre une combinaison de différentes caractéristiques. Je crois qu'il ne faut pas aller aussi loin. Ici, sur ma toute dernière diapo, je vous montre un petit exemple avec une combinaison de 3 facteurs. Donc, ce sont uniquement les retraités qui avaient une carrière de salarié. Ainsi, on peut faire abstraction des grandes différences dans les régimes, donc c'est un facteur très constant. Ensuite, il faut avoir au moins 40 ans années de carrière, donc les différences sont éliminées ainsi, et on observe le salaire brut moyen gagné pendant toute la carrière. Et on montre également les classes salariales plus élevées. Et qu'est-ce qu'on remarque dans la classe la plus élevée, donc 5
€ au plus par mois, l'écart salarial n'est presque plus présent. Les femmes et les hommes touchent un capital de 360 000 €, mais dans la classe en dessous, on remarque une différence inverse. Les hommes ont un capital inférieur à celui des femmes. Donc les femmes ont le même profil, mais ne se trouvent pas dans une pire situation des hommes au niveau des pensions complémentaires. Mais la plupart des femmes n'ont pas un profil similaire à celui des hommes. Elles ont des carrières plus courtes, des salaires plus bas. Et en fait, vous le voyez dans le graphique, il y a des montants, il y a le nombre de personnes mentionnées et on remarque le peu de femmes que comptent ces groupes. Tout à l'heure, on avait posé la question pour savoir si c'était représentatif. Oui, ce sont des données basées sur toute la population. Donc, il y a des personnes avec certaines caractéristiques au niveau de la population, mais on ne peut pas nier le fait qu'il s'agit de nombres plus bas. Et cela peut quand même révéler certaines choses sur la participation au marché de travail des femmes. Donc voilà ce que je voulais vous communiquer concernant la pension complémentaire. Vous pouvez lire plus de détails sur Pension Stat. Donc, je suis très honorée d'avoir été invitée dans ce beau lieu pour pouvoir commenter les chiffres qui vous ont été présentés en début de matinée. Alors, juste pour l'anecdote, le nom de Pacheco n'évoque pas uniquement des problèmes techniques, mais je ne sais pas si vous savez que l'épouse de Pacheco avait fondé au début du XVIIIe siècle un hospice pour femmes âgées à une époque où il n'y avait pas encore de système de pension. Et à cette époque-là, on y mettait les femmes à partir de l'âge de 50 ans. Donc voilà. Donc vous voyez qu'on est quand même dans un lieu un petit peu emblématique. Voilà. C'était pour un petit peu pimenter voilà, mon exposé. Donc voilà. Alors, je me proposais, à titre de commentaire des données de CIGEDIS, de proposer 4 ordres de considération que je voulais partager avec vous, de me proposer peut-être de mettre en parallèle les chiffres qui ont été proposés avec peut-être d'autres chiffres qui viennent de Eurostat, du Parlement européen et pour les pensions deuxième pilier de la FSMA, en complément, hein, simplement en miroir de ce qui a été partagé, mais qui s'intéresse aussi à la phase de la carrière, la phase d'accumulation des droits de pension, hein, ce qui était effectivement, comme l'a bien dit Sarah Scaillet, hein, un des enjeux, c'est qu'évidemment on sait bien que les systèmes de pension ne sont que le miroir du marché du travail ou que des carrières. Alors, vous montrer deuxièmement, sur base de ces chiffres qui confirment tout à fait les tendances qui ont été évoquées précédemment, que finalement les écarts entre les hommes et les femmes sur le marché de l'emploi se confirment. Et effectivement insister du coup sur le rôle pivot du marché de l'emploi dont le système de pension est le reflet, bien sûr, et puis terminer par quelques considérations à titre de conclusion. Donc voilà, ici je vous ai posé un slide qui nous vient d'Eurostat, hein, qui est un slide qui vous montre le pourcentage de pensionnés de plus de 65 ans qui sont en risque de pauvreté dans l'Union européenne et qui font apparaître, un slide qui fait apparaître qu'il y a effectivement un delta aussi important entre les femmes et les hommes qui tend à se maintenir au fil des années, en tout cas depuis une douzaine d'années. Hein, cet intérêt pour la question le risque de pauvreté est aussi lié au fait qu'il y a évidemment dans les débats qu'on a sur les objectifs des systèmes de pension en général, et je fais notamment écho aux travaux de Diamond and Barr. Il y a différents objectifs qu'on attribue au système de pension habituellement. Il y a évidemment les 2 grands objectifs bien connus qui consistent d'une part à vouloir, au travers des systèmes de pension, lisser la consommation, la capacité de consommation tout au long de la vie. Il y a aussi la volonté, au travers des systèmes de pension, d'assurer les risques de longévité, mais il y a aussi un 3e objectif, et il y en a d'autres aussi, qui consiste évidemment d'éviter la pauvreté
dans la population âgée. Et donc là, ce graphique-là, il est intéressant puisqu'il vous montre effectivement que les femmes sont de manière plus intense en risque aussi de pauvreté âgée. Alors évidemment, je pense qu'il y a une série de facteurs explicatifs qui peuvent être avancés, qui sont évidemment bien connus sans doute de vous pour la plupart. On sait bien que les femmes ont une espérance de vie plus longue, et que donc les dépenses de santé en fin de vie sont également plus importantes, plus lourdes, elles peuvent peser sur un budget, que les pensionnées femmes d'aujourd'hui sont évidemment aussi les héritières d'une époque où les femmes, au moment où elles étaient, le cas échéant, sur le marché de l'emploi, avaient donc des capacités de gain moindres, plus faibles que les hommes, avec évidemment toujours ce débat sur la répartition asymétrique des rôles entre le travail d'une part et toutes les activités de soins à la famille et parfois de soins à la société. Et juste peut-être un petit mot encore, on sait que dans le système belge et dans d'autres systèmes européens, il y a évidemment des mécanismes correctifs qui existent au sein des systèmes de pension eux-mêmes pour arriver effectivement à minimiser ce biais, je dirais, via notamment les droits dérivés, notamment je prends l'exemple des taux ménages, mais évidemment, si on prend par exemple les résultats des experts de la fameuse commission académique pension qui avait été présidée par le professeur Frank van den Broek, ils ont démontré qu'évidemment ces corrections ne sont pas encore la panacée si on veut vraiment moderniser la correctifs qui correspondent un peu à des modèles un peu datés, découragent finalement plutôt qu'ils n'encouragent l'émancipation des femmes par le travail. Alors je vous ai mis ici à titre de commentaire un graphique qui lui est issu aussi de chiffres européens, une étude du Parlement européen de 2019 et qui porte sur la pension totale. Il n'y a pas de distinction ici qui est faite entre les différents piliers et qui vous montre effectivement, ce qui n'est pas une surprise, que dans des systèmes qui sont en tout cas pour la plupart inspirés d'un modèle de type bismarckien, où vous savez que les pensions dans un système bismarckien sont évidemment le reflet du marché du travail, par le jeu de la collecte des cotisations, en tout cas dans la phase d'accumulation, eh bien, les inégalités salariales entre les hommes et les femmes se répercutent forcément sur les systèmes de pension. En Belgique, vous pouvez voir sur le graphique, j'ai entouré là en mauve, ce qu'on appelle le gender pay gap versus gender pension gap, c'est que l'écart de pension est de 24% en 2019, alors que l'écart salarial n'est que de 6%, ce qui est plutôt encourageant du point de vue, je dirais, du marché de l'emploi. Mais évidemment, l'idée, c'est que le gender pay gap se reflète dans le gender pension gap avec une intensité différente, puisque globalement, les droits à la pension dans la phase de désaccumulation sont évidemment le résultat du marché du travail tel qu'il existait auparavant dans la phase d'accumulation. Et dans ces phénomènes, évidemment, la durée de présence des futurs pensionnés sur le marché du travail, c'est un facteur important. Et donc, bien entendu, les hommes ont en moyenne une carrière plus longue que les femmes parce que celles-ci connaissent plus souvent des périodes d'interruption ou ont des carrières moins rectilignes ou travaillent à temps partiel. Alors ici, je me suis permis en effet aussi un peu miroir des données fort intéressantes et sans doute plus complètes qui ont été partagées, de reprendre quelques données pour les pensions deuxième pilier, les retraites deuxième pilier, qui sont des chiffres qui viennent de la FSMA en 2021 et qui montrent effectivement la répartition dans les affiliations par âge et par sexe et effectivement qui mettent à jour
les tendances qui ont été exposées, à savoir que les disparités sur le marché du travail ont également un impact s'agissant des droits à la pension complémentaire, en tout cas là où ce type de pension complémentaire est proposé. Et donc, ce graphe ici met en évidence l'ampleur des inégalités de genre, avec, vous le voyez, un delta qui est un peu plus important durant les tranches d'âge durant lesquelles la participation des femmes au marché du travail est susceptible de faire l'objet de certaines interruptions ou de temps partiel. Alors, il me semble qu'il aurait pu être intéressant, je ne sais pas d'ailleurs si ces chiffres existent, peut-être est-ce le cas, mais je ne les connais pas, de savoir si évidemment les femmes sont le cas échéant surreprésentées dans les profils des personnes qui ne sont pas enrôlées dans des systèmes deuxième pilier, parce que par exemple elles travaillent plus intensément ou plus fortement dans des secteurs où il n'y a pas de droit à la pension complémentaire. C'est possible que ce soit le cas, mais je vois que quelques personnes opinent, donc mon intuition est sans doute la bonne. Alors, j'ai repris encore un élément, toujours s'agissant du deuxième pilier, un graphe qui vient de la FSMA et qui porte sur les réserves acquises moyennes, où vous voyez la moyenne des réserves acquises par tranche d'âge et par sexe. Et donc, vous voyez effectivement que tout ça se confirme, l'écart est croissant au fil du temps et reflète évidemment la position des femmes sur le marché du travail. Et j'ai juste ajouté que, selon l'adage bien connu de la théorie financière, « time in the market beats timing in the market », il est important de commencer à cotiser tôt, car ça permet sur le long terme d'avoir des meilleurs rendements. Et de ce point de vue, évidemment, potentiellement, les femmes sont dans une position un petit peu moins confortable, toutes choses étant égales par ailleurs, car comme elles ont des périodes, elles ont plus fortement des périodes de non-travail, non assimilées, elles sont évidemment plus sujettes que les hommes à des phénomènes de rupture d'épargne. Alors juste peut-être pour terminer, jeter quelques éléments de réflexion à titre de conclusion, de vous dire évidemment comme en écho à ce qu'avaient dit plusieurs de mes collègues et aussi Sarah Skayet, c'est que les chiffres, que ce soit ceux de CIGEDIS, de la FSMA, les chiffres européens, ils illustrent finalement la tragédie bismarckienne, à savoir que c'est aussi en bonne partie des faiblesses inhérentes au marché de l'emploi qui induisent une faiblesse dans le système de pension, s'agissant évidemment des inégalités de genre. Ça aurait été d'ailleurs intéressant de confronter les réflexions qu'on a ici avec des réflexions qui seraient fournies par des collègues qui viennent peut-être d'autres administrations qui s'occupent du marché de l'emploi. Et donc, évidemment, l'idée, c'est qu'on tomberait dans un piège du tunnel, une vision un peu de tunnel, si on pensait que seule une action sur les systèmes de pension va pouvoir corriger ces inégalités dans ces mêmes pensions, sachant que ces chiffres tendent à montrer que l'action sur le système de l'emploi est aussi déterminante. Et par contre, s'agissant du système de pension lui-même, puis c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, je vais peut-être juste terminer en rappelant, à titre de food for thought, que dans son rapport, la fameuse commission académique pension avait formulé quand même une série de propositions intéressantes dans son chapitre sur la famille, même si ces propositions étaient à l'époque plus en osmose avec un système type à points qui avait été présenté et qui n'a pas retenu l'attention d'une série d'acteurs et d'une série de décideurs, mais les experts avaient quand même mis sur la table au sein des systèmes de pension l'idée qu'on pouvait réfléchir à un splitting de la pension légale pour pouvoir mieux solidariser la pension au sein des couples et au sein des cellules cohabitantes. Donc l'idée qu'on pouvait sommer la pension de deux personnes et qu'on divisait par deux, chacun ayant droit à la moitié, et pas uniquement sous forme de décompte qu'on fait quand on arrive à se séparer ou qu'on part à la pension, mais une capacité de faire des décomptes chaque année avec des scissions annuelles au fur et à mesure de la constitution des droits. Mais comme je l'ai dit, c'était un système qui était un peu
je dirais, liées aux propositions qui étaient faites de pension à points. Une deuxième proposition qui était mise sur la table, qui était quand même intéressante, c'était d'essayer de voir comment on pouvait moderniser la logique des droits dérivés, pour essayer de combiner un peu plus harmonieusement des questions de responsabilité individuelle, des questions de solidarité intrafamiliale et des questions aussi de solidarité collective au sein de la société. Je ne vais pas aller plus avant dans ces propositions, vous pouvez les lire dans le rapport, elles sont bien décrites. Mais au fond, ce qui est intéressant, mais ce qui est aussi un défi énorme, un défi sociétal et intellectuel énorme, c'est que dans toutes les réflexions sur les réformes de retraite, on est amené, en fait on est même condamné finalement à devoir choisir des combinaisons d'objectifs et des combinaisons de valeurs qui sont toutes intéressantes, mais qui sont potentiellement en tension. Ainsi, ce n'est pas simple, par exemple, dans une société vieillissante, où on sait que le coût des pensions est un facteur de risque budgétaire très important, de trouver, par exemple, un équilibre entre l'incitation à travailler plus et plus longtemps, de manière rémunérée, mais aussi, puisque c'est le sujet qui nous occupe, de voir comment est-ce qu'on peut valoriser dans le même temps toutes des activités non rémunérées, qui pour certaines sont effectuées par des femmes et qui sont néanmoins importantes pour les familles, pour la société, tout en veillant en parallèle à ce que les femmes ne soient pas enchâssées dans des modèles patriarcaux qui sont dépassés et qui les bloquent à la maison. Donc voilà, ce sont quelques réflexions en passant. Je vous remercie pour votre attention. Je vais vous présenter l'écart de pension pour la pension totale. Donc ça vient ensuite de la présentation sur les pensions légales et de la présentation sur les pensions complémentaires. Donc on garde le même contexte, la même population de personnes qui ont récemment pris leur pension en 2021. Et on fait en fait une première dans les statistiques au niveau des pensions belges, parce que pour la première fois, et c'est ça qui était chouette dans cet exercice, on lit les pensions, donc on lit au niveau individuel les statistiques au niveau, les statistiques de pension complémentaire avec les statistiques de pension légale, et on y ajoute des données personnelles et liées à la carrière. Donc ça, c'est vraiment pour le contexte. Et alors, pour la pension totale, on va s'intéresser principalement à 3 indicateurs. Le montant de la pension totale, le montant moyen, l'écart de pension, comme ça a été fait pour la pension légale et la pension complémentaire, donc à quel point la pension de la femme est plus faible ou plus élevée que la pension des hommes en moyenne. Et un troisième indicateur qui vient s'ajouter ici spécifiquement pour la pension totale, c'est la part respective de la pension légale et de la pension complémentaire dans la pension totale. Donc, qu'est-ce que la pension totale ? C'est en fait la somme de la pension légale et de la pension complémentaire, c'est la définition qu'on lui a donnée. C'est un montant brut parce que les deux composantes sont également des montants bruts. La pension légale, c'est celle, comme dans la première présentation, c'est celle qui a été payée effectivement en janvier 2022, et c'est par défaut un montant mensuel. Pour la pension complémentaire, c'était par défaut un montant en capital, car c'est la réserve acquise au moment de prise de la pension de retraite qu'on retient. Donc c'est par défaut un montant en capital qu'on a converti en une rente mensuelle fictive via certains paramètres. Et donc voilà, ça nous donne la pension totale. Alors, on passe directement aux statistiques. L'écart de la pension totale, de manière générale, en moyenne, il va être de 23%. Donc les femmes ont en moyenne 23% de pension totale de moins que les hommes. Et donc quand on compare cet écart à l'écart au sein de la pension légale, on voit que l'écart au sein de la pension légale était de 20%, donc il a augmenté, l'inégalité homme-femme a augmenté, et cela est dû à la plus grande inégalité homme-femme au sein des pensions complémentaires, qui était en fait de 51%, mais on remarque sur la partie droite du slide que la part de la pension complémentaire dans la pension totale est assez limitée, et donc l'inégalité découlant est aussi assez limitée. Donc quelle est cette part de la pension complémentaire dans la pension totale ? Pour les hommes, elle est de 6%,
on fait donc 131 € qui est le montant de la rente mensuelle fictive de la pension complémentaire sur le montant total de pension. Et pour les femmes, elle n'est que de 3%. Donc, c'est effectivement des montants assez limités. Cependant, il y a une petite nuance, c'est que là, on montre ces montants pour toute la population complète. Attention, quand je dis population, c'est bien la population de récents pensionnés en 2021. Mais sur le site, il est aussi possible de filtrer en fait en fonction de 3 populations différentes. Donc, soit la population complète, soit la population sans pension complémentaire, mais alors ça revient à regarder juste la pension légale, et la population avec une pension complémentaire. Et c'est ce qu'on a fait sur ce slide, on se concentre que sur les personnes avec une pension complémentaire, et on voit qu'à ce moment-là, la part de la pension complémentaire a quand même augmenté. Elle est à présent de 10% pour les hommes et de 6% pour les femmes, alors que sur le slide précédent, c'était respectivement de 6 et 3%. Et donc, comme pour... Ah oui, alors à nouveau, on voit en résultat des inégalités au sein des pensions tant légales que complémentaires, eh bien, en résultat, la pension totale est aussi très inégale. Et ce, donc, on voit qu'elle est très inégalement répartie tant pour les femmes que pour les hommes. Et on voit également que la ligne verte des femmes est un peu en dessous de celle des hommes, et donc elle est encore plus inégale au sein pour les femmes. Et alors, on a à nouveau montré cette pension totale selon différentes caractéristiques, des caractéristiques personnelles et des caractéristiques de carrière. Pour ce qui est des caractéristiques personnelles, donc selon l'état civil, on remarque que, donc là on montre à nouveau que l'état civil, donc pour les personnes mariées et les personnes célibataires, mais sur le site il est possible de le voir également pour les personnes divorcées, veufs et veuves. Pour les personnes mariées, l'écart de pension est de 30%, donc pour rappel l'écart général était de 23%. On voit donc que chez certains groupes comme les personnes mariées, cet écart a augmenté. Et à nouveau, cet écart pour la pension légale était de 27%, donc il y a une inégalité encore plus grande quand on prend en compte la pension complémentaire en plus de la pension légale. Alors, intéressant aussi sur ce slide, la pension totale des femmes célibataires est plus élevée que la pension totale des hommes célibataires. C'est ce qui était déjà le cas pour la pension légale. Donc cette tendance reste présente. Et alors on remarque à nouveau que la part de la pension complémentaire, que ce soit tant pour les personnes mariées que célibataires, est assez restreinte et limitée. Ensuite, on peut également s'intéresser à l'écart de la pension pour la pension totale selon le régime de pension. On remarque premièrement que l'inégalité homme-femme pour les personnes qui ont soit une carrière purement de salarié, soit qui combinent une carrière de salarié et d'indépendant, est nettement plus élevée, soit de 29% l'inégalité homme-femme, que pour les personnes ayant une carrière soit de fonctionnaire pur, mais là je montre de mixte salarié et fonctionnaire qui était de 9%. Et alors on observe également que les montants pour les personnes ayant également une composante de fonctionnaire sont vachement plus élevés que pour les autres catégories de personnes, de travailleurs. Cependant, on remarque que logiquement, la part de la pension complémentaire est plus élevée chez les personnes avec une carrière de salarié et indépendant ou de pur salarié que pour les personnes ayant la composante fonctionnaire. Et on voit que parfois cette part de la pension complémentaire atteint pour les hommes qui ont une carrière mixte de salarié et d'indépendant jusqu'à 12%. Donc à ce moment-là, ça devient quand même quelque chose de conséquent. Bon, bien sûr, c'est une rente fictive, hein, donc c'est juste pour rappel. Et alors, le troisième graphique ici, c'est l'écart de pension selon la durée de carrière. À nouveau, ce sont les années de travail consolidées, comme il a déjà été expliqué. Premièrement, on remarque que tant les montants de pension légale que les montants de pension complémentaire augmentent avec la durée de carrière. Et également que lorsqu'on prend, donc à niveau de carrière égale, lorsqu'on prend chaque catégorie de durée de carrière,
l'écart de pension se réduit parce que, à nouveau, on se rappelle l'écart général de pension totale qui était de 23%. Là, on voit que le montant maximal est de 18%, mais donc il oscille entre 9 et 18%, ce qui est quand même réduit par rapport à l'écart général. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et alors, concernant la carrière des personnes qui ont travaillé entre 30 et 34 ans, ce qui est la carrière la plus populaire chez les femmes, on remarque que l'écart est de 13%. Pour ce qui est de la pension complémentaire et de la part de la pension complémentaire dans la pension totale, on remarque aussi qu'elle atteint de 11 à 40%, respectivement pour les femmes et les hommes, pour les personnes ayant une carrière entre 40 et 44 ans. Donc, à nouveau, là, la part de la pension complémentaire devient assez significative dans la pension totale. Et donc, sur base de ces 3 précédents graphiques, on peut déjà établir une première conclusion, qui est premièrement que la pension complémentaire vient à chaque fois augmenter les inégalités hommes-femmes, et ce pour toutes caractéristiques discriminantes. Deuxièmement, on se rappelle avec tant l'état civil que les régimes de pension que certaines caractéristiques font apparaître des groupes dans lesquels les tendances se différencient. Par exemple, les tendances au sein des personnes mariées qui étaient très différentes des tendances au sein des personnes célibataires et également salariés et fonctionnaires. Et alors, troisièmement, comme je viens de le dire, à durée de carrière égale, ou presque égale, selon les classes, les inégalités de pension totale diminuent. Et alors, il y a une dernière slide qui est un peu un bonus, parce que c'est effectivement quelque chose qui n'est pas encore publié sur le site, et qui se base sur, à nouveau, un croisement de caractéristiques. Et donc, comme on l'a dit, il faut faire attention au nombre de personnes que ça concerne. À ce moment-là, c'est un croisement de caractéristiques entre les personnes qui ont une classe salariale, de salaire fixe, donc à un salaire fixe entre 2 000 et 2 500 euros et à un salaire fixe de plus de 3 000 euros. Et on croise cela avec l'état civil. Et on remarque à ce moment-là que l'inégalité homme-femme, donc l'écart de pension, est plus élevé pour les mariés avec un plus haut revenu. Et au contraire, il est plus faible pour les célibataires avec un plus haut revenu que pour les célibataires avec un plus faible revenu. Donc voilà. Mais à nouveau, comme on le voit, cela concerne parfois 900 personnes. Bon, après, parfois, ça va jusqu'à 14 000, 7 000 personnes, mais c'est toujours à prendre avec des pincettes. Voilà. Bonjour à tous et à toutes, je suis Naïma Aznali, députée pour le CDNV et je suis les pensions. J'ai une question, vu que le tout m'intéresse. Nous savons tous que l'écart de pension découle de l'écart salarial et cet écart découle de l'écart des soins. Vous avez dit qu'il faut considérer une meilleure rémunération des soins et aujourd'hui, c'est mieux que dans le passé. Les régimes de congés sont également comptabilisés pour le calcul du nombre d'années travaillées, mais c'est limité parce qu'il y a uniquement une faible indemnité de l'ONEM. Et est-ce que vous dites que ce serait une meilleure idée de rémunérer ce temps de soins pour un meilleur calcul de la pension? Donc voilà ma première question. Passons à ma deuxième question. Vous avez parlé de la collectivité, de la solidarité collective, donc c'est la sécurité sociale. Et ensuite, il y a la solidarité familiale ou individuelle. Est-ce que vous soutenez cette division, splitting des pensions tant que c'est nécessaire? C'est une solution temporaire qu'on peut utiliser tant que cet écart existe. Si les femmes et les hommes font certains choix au sein de la famille, si les femmes se chargent plutôt des tâches de soins, ce serait bien si elles ne sont pas punies. Oui, là, ça devient beaucoup. Sinon, on peut encore parler du dossier de l'oxyde de l'azote. Non, de préférence pas. Sinon, je vais envoyer mes questions par mail concernant le deuxième pilier. Désolée, merci.
Donc voilà, c'était notre collègue pour le CDNV. Donc je viens avec le micro, s'il vous plaît. En minutes répondre à toutes les interpellations. Donc en fait, oui, ce que j'ai voulu dire pour prendre d'abord votre deuxième question, c'est effectivement que je trouvais qu'il y avait dans le rapport de la commission académique pension toute une série d'idées intéressantes, mais qui étaient interdépendantes les unes des autres, pour pouvoir évidemment revisiter ou remoderniser la dimension familiale des pensions, étant entendu qu'on partait de l'idée qu'effectivement au sein même des systèmes de pension, il y avait une nécessité de maintenir des mécanismes correcteurs qui permettaient aussi aux femmes de combler les écarts dont elles étaient la victime, et que ça devait se gérer sur une triple dimension dans le détail duquel je ne sais pas entrer, parce qu'il y a des questions de corriger les écarts qui viennent du fait que la femme est aussi dans certaines configurations, mais ça vaut aussi pour les cohabitants, hein, donc ce n'est pas uniquement homme-femme, tous les nouveaux modèles familiaux, hein, responsables en partie d'une série d'activités de soins, de care, c'est factuellement, mais qu'effectivement aussi la société elle-même était co-responsable de certaines choses, parce que notamment dans les services publics ou l'offre de garderies, d'hôpitaux, de soins à des personnes âgées étaient aussi des facteurs en fait qui influençaient sur finalement les activités de soins interfamiliales, et que tout ça, il y avait des idées qui étaient là que je trouvais intéressantes. Mais donc c'est ça que j'ai voulu dire, mais techniquement on peut, si vous le voulez, poursuivre la discussion autrement. Et alors la première question, j'espère vous avoir bien comprise, c'était évidemment toute la question de tous les leviers qui étaient utilisés dans le marché de l'emploi, au sein des politiques sociales de l'emploi, pour corriger ces écarts qui, du fait que nous avons un système bismarckien, étaient alors reflétés dans le système des pensions. Et il y avait des corrections actuellement qui sont en partie liées à l'usage des droits dérivés, mais qui étaient aussi éventuellement réinterrogées ou réinterrogeables, puisque ces systèmes de droits dérivés, les taux ménages, correspondent aussi à une certaine vision de la famille qui a évolué aujourd'hui. C'est ça que j'avais voulu dire. C'est difficile quand vous êtes le troisième professeur qui prend la parole et que les deux autres collègues ont dit la même chose. C'est difficile quand on a déjà vu beaucoup de transparents avec beaucoup de chiffres, d'être encore originel. Alors essayons d'être original. Je vais essayer de vous provoquer. Je trouve que c'est une journée historique, mais non pas par le thème. Le fossé des retraites entre les hommes et les femmes. Je ne sais pas si c'est une question justifiée, et pas parce que je suis un homme. Et effectivement, comme je tiens à le dire, parce que je suis un économiste intéressé dans les décisions des familles, et je vais vous montrer des chiffres, mais autres que ce que vous avez déjà vu, pour prouver que les familles s'organisent en fait d'une façon qui garde finalement ce fossé. Et donc c'est pas est-ce que le fossé est important, mais est-ce qu'en tant qu'entre société, il faut y faire quelque chose ou pas. Je vais essayer de l'expliquer. Bon, par contre, je suis d'accord avec le modérateur, c'est une journée historique parce que je vais vous donner un exemple. Et effectivement, on a vu déjà de nombreux chiffres, on peut étudier beaucoup de choses. Et on peut le faire de bien meilleure manière. Ça veut dire effectivement que A implique B. Les microdonnées, comme vous l'avez vu aujourd'hui, c'est hyper important. Maintenant, je vais essayer d'aborder mes transparents. Donc, on parle de beaucoup d'argent, et ce qui s'est passé la semaine dernière a prouvé une fois de plus que c'est important de bien dépenser l'argent. Alors bon, quand je compare cela avec les pays voisins, je sais ce sont des années compactées de travail qui sont importantes
40, c'est vrai, mais si on voit qu'on va en moyenne, qu'on part à la retraite à 60 ans, je dois y ajouter la chose suivante. Quelqu'un qui a 65 ans maintenant a une espérance de vie de. Donc quelqu'un qui a 65 ans, normalement, déjà maintenant est à la retraite et va encore heureusement vivre un petit peu. Et c'est évidemment un défi pour le système avec les nombreux objectifs à atteindre. Mais donc ici, il s'agit malgré tout du fossé des retraites et on voit que l'espérance de vie des femmes est plus longue que l'espérance de vie des hommes et donc que la pauvreté des hommes et des femmes ne sont pas les mêmes. Et alors, le fossé, moi, ne m'intéresse pas véritablement et pourtant, ce transparent me contredit. S'il y a un fossé et si effectivement les chiffres de la pauvreté ne sont pas neutres, alors cela pourrait avoir des conséquences étranges. Si les femmes ont moins de pension et qu'elles restent seules dans la vie, cela peut être problématique. Alors ça, vous le savez déjà, les 4 piliers sont en principe bien organisés, mais il y a une différence gigantesque en matière de revenus et on l'a entendu. Ce sont les revenus importants pendant la période active. Dans la première colonne, vous voyez les différences de revenus entre les hommes et les femmes. Donc pas de différence salariale. Combien ils gagnent par an, par mois entre hommes et femmes pendant la carrière? Bon, je trouve que les chiffres sont incroyables. 26% de plus chez les hommes que chez les femmes. Et ça, c'est le cas en Belgique. Un chiffre énorme, mais malgré tout moindre que dans les pays limitrophes. Et c'est en train de diminuer. Sur le transparent suivant, vous allez voir qu'il y a 10 ans, c'était 35%. Donc l'évolution est positive si on veut supprimer ce fossé. Mais il y a déjà eu beaucoup de nombreuses études menées en la matière, des bonnes études, des moins bonnes études qui ont essayé d'expliquer ce fossé. Et ici, j'ai repris 3 arguments populaires. Donc, il y a une différence de salaire. C'est vrai que les hommes, en moyenne, gagnent plus leur vie que les femmes. Et si on subdivise cela en caractéristiques, et on dit oui, mais c'est un homme, même formation, même choix de carrière, même âge, alors là, on va supprimer ces différences en grande partie, mais il y aura toujours une petite différence, c'est un fait. Il y a aussi un facteur que les femmes travaillent moins d'heures que les hommes. Ce sera certainement un choix, c'est ma conclusion dans mon étude, que les familles s'organisent de telle sorte que souvent le partenaire A, l'homme, normalement travaille plus longuement sur le marché du travail et que la femme, le partenaire B, souvent restera plus à la maison. Elle travaillera moins et voilà, c'est tout, moins d'heures. Donc moins de femmes finalement qui participent au marché du travail et c'est ce qu'on voit dans les colonnes ici. Et en rouge, vous voyez finalement que les hommes travaillent plus, participent plus au marché du travail et génèrent donc plus de revenus. Et c'est quelque chose que nous avons déjà étudié et la question est-ce que c'est un choix ou est-ce qu'on l'impose? Est-ce que la société l'impose? Eh bien voilà, ça je l'ai déjà dit et on voit que le fossé de salaire peut être expliqué partiellement mais pas totalement et que l'évolution va dans le bon sens. Et si on veut réduire ce fossé, on veut voir qu'en matière de revenus, il y a une évolution très positive mais aussi par rapport aux autres caractéristiques en matière de participation, salaire et heures par semaine travaillées. Mais je voudrais vous donner un exemple. Pourquoi les données que vous avez vues aujourd'hui et qui ont été présentées par les collègues, pourquoi est-ce que c'est tellement important? Et je vais le faire à l'aide d'un article et qui se retrouve dans la littérature et qu'on appelle Child Penalty. Je ne pouvais pas le traduire, c'est en fait la peine que l'on subit parce qu'on est parent. J'ai jamais pas utilisé ce terme, la peine, parce que moi je suis moi-même le papa de 3 enfants. Mais bon, une des hypothèses est que il y a toujours un fossé à cause des enfants.
Et pour moi, en tant que chercheur, ce qui est important, c'est à cause. Donc, c'est un lien causal, de cause à effet. L'arrivée d'un enfant, cela veut dire moins de revenus. Il y a un lien de causalité. Bien. Voilà les nouveaux graphiques que je voulais vous montrer. Choisissez un des trois. C'est là qu'ils ont fait les études. À gauche, nous avons les pays scandinaves. On sait qu'il y a beaucoup de congés de parentalité, beaucoup de soutien accordé aux parents. Dans les pays anglo-saxons, c'est un peu le contraire, moins. Et puis, nous avons les pays germanophones. Pourquoi germanophones? Je ne sais pas. Mais je sais que dans les pays germanophones, nous savons qu'il y a beaucoup de possibilités que la femme puisse rester à la maison. Et qu'est-ce qu'on voit sur ces graphiques? Quand on regarde les lignes au-dessus, qui sont les lignes pointillées, ce sont les hommes. Et quand on regarde la ligne rouge, c'est là où le premier enfant naît dans la famille. Donc, je prends des familles biparentales. Et je dis que je suis classique à mes étudiants parce que j'ai 40 ans. Et donc, voilà, je suis dans une famille classique. L'enfant est né. Regardez le revenu de l'homme. Et vous voyez que dans certains pays, ça diminue un petit peu, mais après quelques années, ça disparaît. Donc, sur l'axe des X, c'est X est né après la naissance de l'enfant 10 ans. Dans la plupart des cas, les hommes gagnent toujours autant qu'avant. Pas d'impact. Quand on regarde l'impact sur les femmes, l'impact est massif. Vous pouvez regarder le cas le plus mauvais. En fait, 10 ans après la naissance, au Danemark, eh bien, la femme gagne 21% de moins. L'autre extrême, en Allemagne, 60% de moins. Donc, nous voyons ici que la naissance d'un enfant est une peine, moins de revenus pour la femme, travaille moins, participe moins au marché du travail, etc. Donc, le fossé salarial est aussi en grande partie la conséquence de la naissance d'un enfant. Et donc, vous allez me dire, bon, de toute façon, on a besoin de moins de congés, de parentalité, ou peut-être qu'il faut mieux les rémunérer. Oui, mais dans ces pays-là où ça a été le cas, ça n'a pas changé grand-chose. Et les auteurs concluent qu'ils pensent que c'est en fait dû aux attentes sociétales. C'est les normes mises en place par la société. On parle du principe que si on a une famille classique, il faut réagir de façon classique, que monsieur va continuer à travailler, que madame va adapter son boulot. Bien. J'ai écrit un petit livre, un peu de pub, et j'ai là toutes les données sur le bien-être individuel. Et donc, j'ai repris tous les adultes dans une famille afin que je puisse disposer de toutes les informations sur le bien-être individuel dans cette famille. Et je vais vous donner un exemple. Et je vais vous parler du temps consacré à. Je vous ai dit que les auteurs concluaient que la norme était que la femme reste à la maison et l'homme va travailler. Eh bien voilà, je montre cela à ma femme aussi. En bleu, ce sont les hommes. Et j'aime le montrer à ma femme parce que je dis, regardez à gauche, tu vois que je travaille bien plus que toi. Moi, ma barre bleue est beaucoup plus élevée que ta barre rouge. Et ma femme dit, eh bien, regarde au milieu maintenant. S'occuper des enfants et s'occuper du ménage, c'est pour ma pomme. Les clichés sont confirmés. Et quand on additionne, et ça c'est important pour cette question par rapport au fossé, si on compte le nombre d'heures, je suis tout à fait à droite, on voit que les hommes et les femmes en moyenne bossent autant. Et je suis heureux, ce sont mes données, et je suis heureux pour dire qu'en Belgique, les hommes travaillent 1 heure de plus que les femmes, alors qu'en Europe, c'est le contraire. Les femmes travaillent un peu plus que les hommes. Mais bon, voilà, ici, on est en Belgique, donc je suis content de le dire. Donc, en tant qu'économie des familles, je vous apprends que ces familles
famille. Et je regarde ici la famille classique, 2 parents. Ces familles se sont apparemment organisées pour qu'un partenaire travaille plus à la maison et l'autre plus sur le marché du travail. Ce qui est d'un point de vue économique, c'est efficace aussi. Si un partenaire, gagne plus sur le marché du travail, c'est pas mal. Et l'autre qui gagne un peu moins s'occupe de la situation à la maison. C'est assez logique. Alors, encore un autre graphique, et c'est aussi une préoccupation pour moi, et c'est lié aussi au fossé des pensions. Vous voyez ici les mêmes familles que là tout à l'heure, mais maintenant je les ai subdivisées selon le niveau de formation. En bleu, à gauche, les femmes et à droite les hommes. En bleu, ce sont les gens qui sont peu formés, pas de diplôme secondaire. En gris, ceux qui sont formés, diplôme supérieur. Donc, études supérieures ou UNIF. En orange, c'est la catégorie intermédiaire. Et qu'est-ce que l'on voit? C'est que plus vous êtes formé, plus vous travaillez sur le marché du travail. Bah oui, vous gagnez plus. Vous serez plus encouragé à travailler. C'est pas nouveau. Moi, ce que je trouve remarquable, c'est que les personnes plus formées travaillent plus sur le marché du travail, les hommes et les femmes, mais se rendent compte aussi qu'ils doivent s'occuper plus de leurs enfants. Les hobbies, les devoirs, les soins accordés aux enfants. Et l'hypothèse, c'est en fait la double charge. Ces personnes hyper formées se disent qu'il faut beaucoup bosser pour gagner de l'argent, mais savent qu'il est important d'investir dans les enfants pour qu'eux puissent à leur tour faire des études et participer au marché du travail. Et quand je regarde la partie en grise, au bout du compte, je vois que finalement les personnes formées travaillent plus de 60 heures semaine. Et en tant qu'économiste, quand je pense au bien-être individuel, c'est important de travailler, qu'on travaille tous. C'est ainsi qu'on finance le système, c'est vrai, mais plus de 60 heures par semaine, ça doit rester faisable. On a tous vu, après le corona, qu'il y avait beaucoup plus de burn-out qu'avant. Pourquoi ? Pourquoi? Peut-être qu'il y a aussi un lien causal et dans quelques années, peut-être que je pourrais arriver à cette conclusion qu'en fait, nous travaillons énormément pour ceux qui sont formés. Est-ce que c'est important pour le fossé des pensions? Quand je pense à mes études, je trouve très étrange qu'on n'a pas le droit des pensions selon la famille, parce que du coup, si on prend effectivement un congé parental, gagner plus, oui, pourquoi pas, mais si les familles s'organisent de la sorte que ma femme travaille moins et que moi je travaille plein temps ou plus que plein temps, eh bien que là, les droits des pensions devraient être en tant que famille additionnés. Si je pense aux pensions complémentaires, donc au salaire, les pensions complémentaires sont gigantesques, mais elles devraient être redistribuées dans la famille. C'est pas que l'homme puisse dire, mais les 400 000 euros, c'est juste pour moi, alors que toi, tu es resté à la maison. Donc, je pense que les statistiques, c'est fantastique, mais je pense qu'il faudrait travailler plus au niveau de la famille, pas simplement avec les statistiques, mais aussi en termes de politique, idem en matière de ce qui se passe après divorce. Il y a des droits pour les partenaires divorcés, droit à la retraite de l'autre, c'est vrai, mais c'est minime. Et en outre, et cela ne recoupe pas tous les piliers pensés de nouveau pensions complémentaires au montant gigantesque. Est-ce que c'est réglé après le divorce? Question. Et puis, et là, on est parfois surpris, on trouve que c'est pas assez woke. J'apprends de plus en plus dans mes études que les normes et les attentes dans les sociétés vont devoir changer et qu'on doit y travailler. Et si on va pouvoir régler cela, alors le fossé va se fermer un tout petit peu par lui-même. Je vous remercie pour votre attention. Et il s'agit du transfert du capital vers des montants fictifs. Nous utilisons un coefficient qui est neutre d'un point de vue du genre. C'est le même coefficient que ce qui est utilisé dans d'autres cas. Donc c'est neutre quant au genre, mais nous avons fait aussi un exercice sur la base d'autres coefficients. Et bon, je ne sais pas si on tient compte des tableaux de mortalité.
qui ne sont pas neutres en termes de genre, mais on a fait plusieurs calculs et donc au bout du compte on arrivait quand même à la même chose. C'est la raison pour laquelle on a choisi un coefficient. Y a-t-il d'autres questions? Plus rien par rapport à la famille? Bonjour. Responsable fonds de pension. J'ai une question. Dans quelle mesure est-ce que ce grand fossé entre les hommes et les femmes pour la pension complémentaire peut-il s'expliquer par le fait qu'il n'y a pas de limite de salaire sur lequel, en fait, il n'y a pas de limite pour les pensions complémentaires par rapport aux pensions légales, ou là où il y a des limites. Ok, d'un point de vue technique, on posera la question, mais je pense qu'il y avait une autre question derrière, à l'arrière de la salle. Si vous pouviez passer votre micro, s'il vous plaît. Madame se lève. Merci. Bon après-midi. Je travaille pour Pensio Plus, association belge des fonds de pension. Et je trouvais que c'était une après-midi très intéressante avec des chiffres très intéressants. Mais à la suite de la dernière intervention du professeur De Rock, je me posais en fait la question. On parle d'à peu près 130 000 personnes de 65 et plus qui ont été analysées et on a vu une évolution donc des personnes qui ont commencé leur carrière fin des années 70, début des années 80. Et donc on tire maintenant des conclusions sur la base de ce groupe-là. Mais évidemment, la société a évolué depuis. Et depuis, il y a eu d'énormes évolutions. En tout cas, c'est ce que je pense d'un point de vue intuitif en matière de rémunération, en matière de durée de travail. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce que vous avez tenu compte de cette évolution dans vos chiffres? Donc, à la place de toujours regarder dans le rétroviseur, je pense qu'en partie, il faudrait aussi envisager l'avenir compte tenu des évolutions. Ok. Voilà, deux questions pour vous, me semble-t-il. Pension complémentaire, pas de limite du salaire, alors que c'est bien le cas pour la pension légale. C'est vrai. Pour le calcul de la pension légale, il y a un plafond. C'est moins ou pas le cas pour la pension complémentaire. Bon, il y a la limite de 80%, hein, c'est vrai. Mais effectivement, on voit que plus les salaires sont élevés, plus on a une pension complémentaire et plus son montant est élevé. C'est vrai. Bon, je ne pense pas que c'est la seule explication. Il y a des choses qui ont été dites et je suis assez d'accord. Je pense que ce qu'on va devoir analyser, c'est que les femmes travaillent souvent dans des secteurs où il y a peu de pensions complémentaires. Ça, c'est le problème, je pense, pour cette grande différence. Les femmes, souvent, ont moins souvent la possibilité de souscrire à une pension complémentaire. Et alors, pour l'avenir, ça c'était la question suivante. Oui, quoi qu'il en soit, quand on a commencé les analyses, on a aussi vu qu'il y a beaucoup de choses qui doivent encore être réalisées. Et nous avons évidemment l'ambition de le faire pour l'avenir. On a regardé les retraités récents et ça nous a permis de démarrer. Puis il y avait la pension légale, la pension complémentaire et c'était en première instance. On a décidé de regarder les retraités, les jeunes retraités
Et puis on n'a pas regardé tous les retraités, on s'est concentré sur un groupe précis comme on l'a expliqué là tout à l'heure, pour avoir une idée de l'impact sur les retraités de l'avenir. Mais année après année, on va continuer à analyser les nouvelles cohortes de retraités. Mais c'est vrai et c'est l'ambition qu'on a aussi, surtout pour les gens qui sont actifs aujourd'hui sur le marché du travail. Eh bien, on les suit évidemment. Et je rêve peut-être, mais regardez ce que cela signifierait peut-être aussi au niveau de la famille. Ces ambitions sont là, c'est une certitude, mais on n'avance pas à pas. Et on se revoit l'année prochaine dès lors. Merci beaucoup à tous, merci.